L'honneur nous revient de vous compter nombreux ce soir sur Gale Afrique Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure du journal et d'abord les sommaires. À la une de cette édition, de violents affrontements ont éclaté près de Niamamba, en Ituri, sur les rives du lac Albert. L'armée congolaise FARDC se bat contre les rebelles CRP, un nouveau groupe politico-militaire de Thomas Lubanga allié au M23. Un reportage complet à suivre dans ce journal. Toujours à la une, le général Massunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, a délivré un message fort aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées dans les territoires de Beni et Lubero. Il a insisté sur l'importance cruciale du patriotisme, de l'observance, de la discipline militaire, de l'apolitisme des FARDC et de la loyauté aux institutions légalement établies. Et puis en Pologne, Karol Nawrocki, un historien conservateur soutenu par les partis Droit et Justice et proche du président américain Donald Trump, a remporté l'élection présidentielle polonaise de 2025. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Place au développement. Des affrontements violents ont éclaté en milliers de semaines dernières près de Niamamba, en Ituri, sur les rives du lac Albert. L'armée congolaise FARDC se bat contre les hommes armés soupçonnés d'appartenir à la Convention révolutionnaire populaire CRP, un nouveau groupe politico-militaire. La CRP liée à Thomas Lubanga, ancien seigneur de guerre condamné par la Cour pénale internationale pour enrôlement d'enfants. La situation reste tendue dans la région. Reportage. Sur les rives du lac Albert, frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, la quiétude est brisée. Des affrontements ont éclaté à milieu des semaines dernières près de Niamamba, opposant l'armée congolaise à des hommes armés. Ce combat serait lié à la Convention révolutionnaire populaire CRP, un groupe politico-militaire refondé par Thomas Lubanga, figure célèbre de la Deuxième Guerre du Congo. Lubanga, condamné à 14 ans de prison par la Cour pénale internationale pour, entre autres, l'enrôlement d'enfants soldats, semble donc exercer une influence depuis sa cellule. Si les combats se sont intensifiés en mai, les premiers accrochages entre la CRP et l'armée remontent à la fin février, contraignant les populations à fuir leur village. Chomia, bourgade paisible au bord du lac, à une dizaine de kilomètres au sud, a vu affluer des centaines de déplacés, notamment au camp de Nyamoussassi, un camp que l'armée soupçonne d'abriter des miliciens infiltrés. Sous un hangar précaire, à l'entrée du camp, Charlotte, les regards fatigués, serre son jeune fils contre elle. « Voilà 3 mois que nous vivons ici, confie-t-elle. Sa 66 nouvelles familles sont arrivées depuis le 28 février. J'ai perdu des frères et des sœurs dans ces affrontements. Ma mère est décédée. Ici, la vie est dure. Nous voulons la paix, mais à Niamamba, c'est toujours la guerre. » Comme Charlotte, chaque déplacé remonte les mêmes scènes de violences soudaines et aveugles, par peur de représailles ou par ignorance. Tous affirment ne rien savoir de la CRP et du rôle de Thomas Lubanga. Sous-Emanguier Robert, dont le nom a été modifié pour des raisons de sécurité, dénonce plutôt un amalgame dangereux de la part des soldats congolais. Selon lui, les hommes de sa communauté, les Hema, sont injustement considérés comme des miliciens de la CRP. Dans certaines zones, les soldats attaquent les populations, même ici, à Kanyongi. Vous ne pouvez pas passer un barrage sans être fouillé, volé et accusé d'être un milicien. Le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya, décrit un phénomène nouveau. Il s'agirait d'un mouvement composé en majorité d'anciens miliciens des autodéfenses, ou Zaïre, un groupe initialement formé pour protéger la communauté Hema. Aujourd'hui, selon les gouverneurs, la CRP s'attaque directement aux forces armées congolaises. Si les autorités locales assurent qu'aucun milicien n'est présent à Chomia, l'armée qui a renforcé ses contrôles accuse la CRP de se fondre dans la population, notamment dans les camps des déplacés.
Un rapport récent des experts des Nations Unies évoque des liens indirects entre Thomas Lubanga et l'AFC M23 qui contrôle une partie des provinces voisines du Nord et du Sud Kivu. Des accusations que la CRP réfute catégoriquement. La résurgence de ces groupes armés et les souffrances qu'elle engendre soulignent la fragilité persistante de la région et la nécessité d'une solution durable pour la paix en Ituri. Environ 38 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées entre le 26 et le 31 mai 2025 dans les groupements Mutanda, territoire de Rutshuru, de la province du Nord Kivu. Les faits se sont déroulés dans une zone contrôlée par les rebelles de l'AFC M23. L'information, bien que difficile à confirmer de manière indépendante en raison de la situation sécuritaire, suscite une vive inquiétude quant à la protection des civils dans la région. Entre le 26 et le 31 mai dernier, une vague de violence a frappé le groupement de Mutanda en territoire de Rutshuru, une zone sous contrôle de rebelles de l'AFC M23. Au moins 38 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans des circonstances particulièrement brutales. Parmi les victimes, Muindo Sabouni Filémon, chef du village de Kirima, assassiné le vendredi 30 mai sur le marché des Kachalira par des hommes armés non identifiés. Ces chefs avaient été installés il y a quelques mois par l'administration du M23, soulignant la précarité de la situation et l'absence de sécurité pour les populations locales. Des incidents sécuritaires similaires ont été signalés dans le groupement des Bambos. Selon des sources locales, 543 maisons ont été incendiées, rayant de la carte des villages entiers comme Marangara, Ruzenze, Butare, Kanyangiri, Kasali, Kanyati, Machango, Kibwe, Nyenyeri et Burambi. Ces localités, situées au nord Kivu, ont été en grande partie décimées par les rebelles de l'AFC M23 qui accusent leurs habitants de collaborer avec les rebelles des FDLR. Cette accusation sert de prétexte à une violence aveugle et à des représailles impitoyables. La spirale de la violence s'auto-alimente. En représailles aux actions du M23, les combattants Wazalendo ont également incendié une dizaine d'habitations dans le village de Butare, soupçonnant leurs propriétaires de collaborer avec les rebelles de l'AFC M23. Cette escalade de la violence souligne la complexité du conflit et la difficulté pour les populations civiles de se protéger. Malgré une accalmie relative sur la ligne des fronts, la tension reste palpable dans la région de Buito. La population vit dans la peur constante des nouvelles attaques, une peur alimentée par la mémoire des massacres et des incendies. Des sources concordantes rapportent un climat de terreur et d'incertitude où la survie au jour le jour est une lutte constante. Les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Adjoni, a exprimé une vive colère face à l'opération lancée par l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo pour contrôler le militaire inactif et les ayants droit de militaires décédés gérés par le secrétariat général de la défense. Cette initiative a conduit à la suspension temporaire des soldes de certains concernés dans le but d'obtenir une connaissance précise des effectifs essentiels au bon fonctionnement de l'armée congolaise à l'image des opérations militaires en cours. C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais
nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Hein? Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Hein? Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est encore les veuves. Hein? Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, hein, le CRP M23, hein, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences, hein? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Hein? Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Hein? Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Hein? Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Avec tous les problèmes que nous avons, on n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment. Le général Pacifique Massunzu, commandant de la 3e zone de défense, a délivré un message fort aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo déployées dans les territoires de Beni et Lubero. Il a insisté sur l'importance cruciale du patriotisme, de l'observance de la discipline militaire ainsi que l'apolitisme des forces armées de la République démocratique du Congo et de la loyauté aux institutions également établies. Le patriotisme, l'observance de la discipline militaire, l'apolitisme de FARDC et la loyauté aux institutions légalement établies, tel est le message fort du lieutenant-général Massunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, adressé aux unités FARDC engagées dans la traque de différents hors-la-loi en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, où il a effectué une visite d'inspection et des commandements du 26 au 29 mai 2025. Arrivé à Beni par l'aéroport de Mavivi le 26 mai 2025 à 16h05 local, les commandants de la 3e zone de défense a eu droit aux honneurs militaires avant de présider une réunion de commandement à Païda, état-major du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, précédé de l'exposé du commandant secteur opérationnel, le général-major Mandefo Brinou. 3 menaces sont encore existantes dans l'espace sous contrôle du secteur opérationnel Grand Nord. Il s'agit de la présence des terroristes du M23 AFC-RDF, suivi des ADF MTN ISCAP, ensuite certains dissidents Maï-Maï hostiles aux forces de défense et de sécurité de la République. Dans son intervention tard la nuit, les commandants de la 3e zone de défense a félicité
les commandants du secteur opérationnel Grand Nord et les membres de son état-major pour le travail abattu en territoire de Béni. Il a à cette occasion instruit tout le commandant d'unité à observer désormais une attitude de combat car, a-t-il dit, le temps de la paix est révolu et intolérable et nous devons récupérer tous les espaces perdus. Le commandant zone a souligné qu'il est à la tête d'une forte délégation en territoire de Béni pour lui permettre de tâter du doigt personnellement les difficultés que rencontrent les unités FARDC au Grand Nord en vue d'y trouver des solutions appropriées. Enfin, il a insisté que personne d'autre ne viendra combattre et mourir à notre place pour sauver notre patrie en péril. Notez que ce même message était porté au front de Lubero le 27 mai 2025, où la délégation conduite par les commandants zone a effectué un déplacement par route en passant par la ville de Butembo. À Lubero, quartier général avancé du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, les commandants de la 3e zone de défense a présidé une réunion de commandement élargie au commandant des bataillons pendant 3 heures. Dans les mêmes registres sécuritaires, passation de pouvoir au secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord des forces armées de la République démocratique du Congo à Païda, à Béni. Le général-major Mandefou Brino a cédé le commandement au général-major Nyembo Abdallah. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du lieutenant-général Masunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. La remise et reprise du commandement du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a eu lieu ce mercredi 28 mai 2025 à Païda en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu entre le général-major Mandefou Brino, commandant secteur opérationnel sortant, et le général-major Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel entrant, sous la supervision du lieutenant-général Masunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense en mission d'inspection et de commandement dans sa zone de responsabilité. Le commandant secteur opérationnel sortant et nouveau commandant du secteur Ituri a par l'occasion souhaité à son successeur bon vent et surtout la continuité du travail abattu à Béni. Moi je sais que avec son style, ils peuvent encore faire plus pour que ces gens vivent dans la cohésion et commettent hors d'état de nuire notre ennemi commun qui est les Rwandais. Et nous avons retourné la relation civilo-militaire entre la population et les militaires. C'est une occasion pour remercier cette population du Grand Nord de leur accompagnement. Moi, je les demanderai d'accompagner aussi les nouveaux commandants secteur entrant pour qu'ils continuent à les sécuriser et à les défendre. Raison pour laquelle nous devons servir notre pays et nous devons défendre notre territoire pour que notre population trouve la paix. Ensuite, le nouveau commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord s'est exprimé en remerciant la hiérarchie militaire tout en louant le travail réalisé par son prédécesseur et son équipe. Nous rendons grâce au président de la République, qui est commandant suprême, l'organe de décision. Nous adressons nos remerciements au chef d'état-major général, qui a porté son choix à nous, qui faisons aujourd'hui la remise de reprise, et nos considérations répétées au commandant de 3e zone de défense, parce qu'il est tout le temps regardant, attentionné, il est sur terrain pour visiter, contrôler. Et en même temps, nous remercions le commandant sortant, avec toute son équipe de place, qui ont fait un travail de qualité et de considération. Et nous devons continuer dans l'élan qui a été listé par le commandant sortant. Merci beaucoup. Enfin, le commandant de la 3e zone de défense, qui a supervisé cette remise et reprise,
suivant les instructions de la hiérarchie et conformément à l'esprit et à la lettre du télégramme relatif à cette permutation, de conclure. Je suis très content de participer à cet événement qui est l'exécution des instructions de la haute hiérarchie. C'est pour moi l'occasion de remercier les deux commandants sectaires pour le travail abattu dans leur secteur commandé, aujourd'hui permis, pour permettre à ceux qu'ils puissent mériter davantage la confiance du commandant suprême et le chef d'état-major général des forces armées. Ce que je vais demander à tout un chacun, c'est de poursuivre la mission qui nous a été confiée par la hiérarchie, de relever les défis, de libérer les territoires occupés par l'ennemi aujourd'hui et de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans notre zone de responsabilité. Une visite guidée du nouveau bâtiment en construction du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord était effectuée et une photo de famille a clôturé la cérémonie. L'inquiétude grandit en République démocratique du Congo. L'opposant Matata Mponyo, ancien premier ministre et député national, est porté disparu. Son parti politique LGD a lancé l'alerte exprimant sa vive préoccupation. Condamné le 20 mai dernier à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics, sa disparition suscite de nombreuses interrogations. L'inquiétude grandit en République démocratique du Congo. Où est passé Matata Mponyo, figure de l'opposition, ancien premier ministre député national? Condamné le 20 mai dernier par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics durant son mandat, l'homme politique est introuvable selon son parti. Matata Mponyo n'est plus joignable, ni par téléphone, ni à son domicile. Sa disparition, alors qu'il se trouvait encore à Kinshasa le week-end dernier, suscite le mois. Franklin Chamala, secrétaire général de son parti, la LGD, exprime une vive inquiétude. Nous avons exploré les lieux de détention possibles, mais en vain. Face à cette situation, nous lançons un appel pressant aux autorités pour qu'elles nous rendent de compte. Sa famille est également très préoccupée. Nous craignons le pur et exigeons d'être informés de sa localisation. Une simple confirmation de sa situation actuelle suffirait. Le pouvoir public, le mieux placé pour le faire, doivent nous dire où se trouve Matata Mponyo. Contacté par RFI le 30 mai au soir, un membre du gouvernement et un haut responsable ont minimisé ses inquiétudes, qualifiant le membre du parti des Matata de plaisantin et distrayant, insinuant qu'il serait au courant d'une éventuelle exfiltration clandestine de leur leader hors de Kinshasa. Une accusation balayée par Franklin Chamala. On a entendu toutes sortes de rumeurs, qu'il était aux États-Unis, en Belgique, en France. Un responsable politique a même affirmé sur les réseaux sociaux qu'il était localisable dans le pays et qu'il serait arrêté prochainement. On a vu des montages avec des pirogues, d'autres dans des prisons. Je prends la parole parce qu'il reste introuvable. Parallèlement, la LGD dénonce une interdiction de sortie du territoire visant la fille de Matata Mponyo, dont le passeport aurait été confisqué par les services d'immigration, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre aux États-Unis. Un événement qui ajoute la confusion et à l'inquiétude autour de cette affaire. Et puis à l'international, Carole Naoroki, un historien conservateur soutenu par le parti Droit et Justice et proche du président américain Donald Trump, a remporté l'élection présidentielle polonaise de 2025 avec 50,89 de voix, devançant de justesse la maire libérale de Varsovie qui a obtenu 49,11%. L'élection de Naoroki a suscité des réactions contrastées à l'international. Des dirigeants des pays eurosceptiques,
comme la Hongrie, ont salué sa victoire, tandis que d'autres, notamment en Allemagne, ont exprimé des inquiétudes quant à l'avenir des relations entre la Pologne et l'Union européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Naoroki tout en soulignant l'importance de la coopération régionale. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous arrivons à la fin de cette édition du journal sur Gay l'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous.